Ça tourne. Action. Mes chers collègues, nous débutons cette journée d'audition en recevant deux imminentes anciennes ministres de la Culture qui ont chacune œuvré en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein des secteurs relevant de leurs compétences. J'accueille donc avec plaisir Madame Roselyne Bachelot, vous avez été ministre de la Culture de 2020 à 2022, et Madame Rima Abdul-Malak, et vous avez été ministre de la Culture de 2022 à 2024. Comme vous le savez, cette commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. En tant que femme, j'imagine que vous aviez, dès vos prises de fonction respectives, des idées sur ce qu'il y avait à mettre en œuvre pour lutter contre les violences dans le milieu de la culture, violences qui s'expriment évidemment principalement à l'endroit des femmes. Peut-être pouvez-vous revenir sur le constat que vous avez fait dans ce domaine à votre arrivée, des mesures que vous avez prises pour y remédier et des dossiers épineux que vous avez eu à traiter. Je pense notamment à l'affaire Depardieu, pour vous Madame Abdul-Malak, et au maintien de M. Boutonnat à la tête du CNC pour Mme Bachelot. Mais il y en a eu certainement d'autres. Je pense notamment pour Mme Bachelot à cette mission ministérielle confiée à un ancien directeur du Conservatoire de musique de Paris, condamné en 2010 pour détention d'images pédopornographiques. Et il y a quelques jours, nous avons appris que des conseillers de DRAC avaient eu des comportements déplacés à l'égard de danseurs et de danseuses. Bon, c'est ce qui nous a été remonté dans une des auditions. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et je vais passer la parole à la présidente pour vous faire... je termine. Donc je vais vous passer la parole et entamer nos échanges pendant environ 2 heures. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous invite donc simultanément à lever la main droite et à dire « je le jure ». Alors vous activez, vous pouvez rester assise. Ah non, mais moi je ne prête pas serment assise. Eh bien alors, commencez Madame Bachelot. C'est totalement inconvenant. Je le jure. Et Madame Abdul-Malak. Je le jure. Merci. Bonjour mesdames, et mes excuses pour le retard. Mesdames les ministres, je vous propose de vous donner la parole pour un propos liminaire si vous le souhaitez. Qui souhaite commencer, Madame Bachelot? Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, le combat contre les violences sexistes et sexuelles ont constitué un des fils conducteurs de mon action politique, que ce soit dans l'exercice de mes fonctions d'élu local, de parlementaire ou de ministre. J'en fais aujourd'hui un enjeu prioritaire dans mes nombreuses responsabilités associatives, toutes bénévoles, comme celle que j'exerce aujourd'hui à la présidence de la FEVIS, la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés. J'ai toujours constaté que les violences sexuelles trouvent leur terreau dans les rapports inégalitaires qui minent toutes les sociétés, et tout particulièrement dans ceux liés au sexe et au genre. Aucune structure humaine n'y échappe, que ce soit la plus nucléaire, comme la famille, ou les plus vastes, telles les structures économiques, politiques ou religieuses. Il serait donc vain de mener dans ce dossier des actions purement catégorielles et parcellaires, sans les inscrire dans un combat déterminé contre toutes les formes de discrimination et d'injustice. La culture, ces acteurs, ces structures et ces milieux sont particulièrement touchés par ces dysfonctionnements qui peuvent aller jusqu'au crime. Les raisons en ont été excellemment exposées devant vous par le directeur général de la création artistique, Christopher Miles. Je souscris à ces propos, je n'y reviens donc pas. À ma prise de fonction au ministère de la Culture, je fais le point sur les actions lancées par mon prédécesseur, Franck Riester, que ce soit au sein des services du ministère de la Culture, de ses établissements, comme au cœur des politiques culturelles qu'il porte. Une culture de prévention en matière de violence et de harcèlement sexuel et sexiste se diffuse. Dans certains secteurs, comme le cinéma et l'audiovisuel, la mobilisation est particulièrement forte, entraînée par le mouvement dit MeToo et sa résonance médiatique, mais d'autres champs appellent à l'élaboration rapide d'un plan structuré.
Il convient donc de développer un plan de lutte contre les violences sexuelles dans l'ensemble du champ artistique et culturel, fondé sur les piliers de la lutte: former, sensibiliser, recueillir la parole, la traiter et assurer un suivi des dispositifs pour en mesurer l'efficacité. En octobre 2020, j'inaugure au Centre national du cinéma et de l'image animée les premières formations à la prévention des violences sexistes et sexuelles et j'annonce 90 sessions prévues pour former 9000 professionnels entre les années 20 et 23. Le 14 novembre 2019, Franck Riester avait annoncé plusieurs mesures pour prévenir et traiter les cas de violence dans le secteur du cinéma, le plus important étant le conditionnement de toutes les aides du CNC au respect par les entreprises qui les demandent d'obligations précises en matière de prévention et de détection du harcèlement sexuel et notamment du suivi obligatoire de formations adaptées. J'annonce alors la mise en œuvre effective du conditionnement des aides à partir de 2021 aux entreprises de tous les domaines aidés, y compris le jeu vidéo. Ce sont ainsi 700 millions d'euros d'aide publique qui se trouvent désormais conditionnés à des mesures précises: désignation d'un référent pour les entreprises de 250 personnes et plus, élaboration d'une procédure interne de signalement, mise à disposition d'une cellule d'alerte, rappel du rôle des représentants du personnel et de la médecine du travail, ou encore signature d'une charte avec les organisations syndicales. Le 14 janvier 2021, j'initie une démarche analogue à celle du cinéma dans le champ musical. Vous avez d'ailleurs reçu Jean-Philippe Thiellet qui s'occupait jusqu'à récemment du Centre national de la musique. L'accès aux aides versées par le CNM est désormais conditionné au respect d'un protocole de prévention et de traitement des situations de violence, des violences sexuelles et sexistes. Cette démarche a été élaborée en concertation étroite avec les représentants de l'ensemble des professionnels concernés et prévoit que les employeurs assurent la formation de leurs équipes permanentes et de l'ensemble des intervenants afin que chacune et chacun puisse être à même d'identifier et de repérer les situations problématiques. Un dispositif de signalement efficace doit être accessible afin que chaque situation soit traitée et fasse l'objet d'une réponse adaptée. La protection des victimes présumées et des éventuels témoins doit également être garantie. J'annonce alors le renforcement de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur culturel. Ceci vient compléter la cellule d'écoute Allo Sexisme qui apporte gratuitement un soutien juridique des avocats et psychologique des psychologues professionnels aux 29 000 agents du ministère ainsi qu'aux 37 000 élèves des écoles de l'enseignement supérieur culture, établissements publics nationaux, établissements de coopération culturelle ou associations sous tutelle ou unique ou partagée du ministère de la Culture. Ces mesures concrètes sont la diffusion d'un dispositif d'information spécifique à l'attention des élèves des écoles. Ce kit de communication associe les représentants des écoles pour une meilleure adaptation aux réalités de terrain et davantage d'impact. Des actions de sensibilisation et de formation à la lutte contre les VHSS pour lesquelles les écoles seront accompagnées financièrement par le ministère. J'implique les dirigeants des écoles dans la lutte en réaffirmant les enjeux de la prévention des violences et de respect de l'égalité dans les lettres de mission que je leur adresse. Le 27 janvier 2021, j'annonce la généralisation de la lutte contre les VHSS à l'ensemble des politiques culturelles. Constatant un engagement inégal dans cette lutte, le cinéma étant plus engagé que d'autres. J'exprime l'ambition de lutter dans l'ensemble du champ culturel pour dépasser les effets d'entraînement des mouvements médiatisés et de faire de cette lutte une mesure structurelle. L'ambition est donc celui d'un plan total qui complétera les actions déjà conduites et posera un plan adapté et concerté dans chacun des secteurs artistiques et culturels qui n'en disposent pas. J'annonce 3 champs prioritaires: le spectacle vivant, les arts visuels, le livre. Je demande la mise en œuvre en 2021 d'un plan de lutte contre les violences au sein des opérateurs nationaux et des structures labellisées du spectacle vivant
et des arts visuels, centres dramatiques nationaux, scènes nationales, centres chorégraphiques nationaux, centres des arts de la rue et de l'espace public, pôles nationaux du cirque, centres d'art, fonds régionaux d'art contemporain. Je lance une démarche analogue pour les arts visuels et le livre. Je demande à la DGCA et au CNL de travailler en concertation avec les organisations professionnelles concernées pour déterminer les modalités de mise en œuvre de ce plan autour de 4 axes: la formation des équipes de direction sur les sujets de VHSS, l'information, la sensibilisation des équipes et l'organisation de la prévention des risques, la création d'un dispositif interne de signalement efficace et de traitement de chaque signalement, le suivi et l'évaluation des actions. Mon excellente successeur Rima Abdul-Malak a concrétisé ce dossier en présentant le 7 janvier 2023 un plan de lutte contre les VHSS dans les arts visuels. Je la remercie de sa détermination en ce domaine, mais elle aura certainement beaucoup mieux que moi l'occasion de vous le présenter. Si vous m'y autorisez, pour reprendre l'interpellation de monsieur le rapporteur, ultérieurement, pour laisser Rima Abdul-Malak s'exprimer, je vous exposerai de façon synthétique quelques dossiers précis auxquels j'ai été confronté. De Dominique Boutonnat à Claude Lévesque, en passant par Nazim Boudjena ou Jérôme Pernaut, plutôt que des propos généraux, ces études de cas peuvent permettre de cerner les difficultés rencontrées, les écueils à éviter et les principes à respecter. Pour ma part, je veux saluer l'engagement total des membres de mon cabinet à mes côtés, spécialement de ma directrice, Sophie Justini-Hébert, de mon chef de cabinet, Gilles Aligerza, et de ma conseillère sociale, Swazik Vatine. Engagement total et loyauté intrinsèque des services du ministère, de son secrétariat général, des directions centrales et déconcentrées, des établissements publics. Vous avez d'ailleurs reçu certaines et certains de leurs responsables. Toutes et tous connaissaient mes engagements qui rejoignaient les leurs. Si vos travaux devaient pointer quelques manquements, j'en prendrais alors l'entière responsabilité. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame Abdul-Malak. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Chère Roselyne, d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités, parce que j'ai vu que vous aviez auditionné énormément d'acteurs qui montrent à quel point cet enjeu de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes doit être une action absolument collective, mais c'est aussi une question de volonté politique. Et quand on a l'immense honneur et responsabilité d'être à la tête d'un ministère comme celui de la culture, voilà, c'est un combat que l'une et l'autre nous avons porté au quotidien. Et avant de parler de mon mandat comme ministre de la Culture, je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière, parce que moi je suis arrivée comme conseillère à l'Élysée auprès du président de la République en novembre 2019. Et la même semaine, il y avait les assises de la parité, de l'égalité et de la diversité dans le cinéma qui étaient organisées au CNC à l'initiative du collectif 50-50. Et Franck Riester, qui n'est pas auditionné avec nous, mais je voulais quand même rendre hommage à son action, ce jour-là a fait des annonces absolument fondamentales qui sont celles finalement que nous avons mises en œuvre l'une et l'autre en les poussant plus loin. Mais la base était là, c'est-à-dire la conditionnalité des aides, l'obligation de la prévention des violences, les référentiels VHSS, les sessions de formation obligatoires, la création de la cellule d'écoute, tout ça a été annoncé mi-novembre 2019 et je me souviens en avoir beaucoup parlé à l'époque avec Franck Riester et son cabinet qui était extrêmement mobilisé. Ce qui s'est passé après, c'est qu'on s'est pris la pandémie de Covid de plein fouet et le secteur de la culture a été énormément impacté. Malgré tout, cette feuille de route, qui était aussi une feuille de route de l'égalité. Parce que, comme l'a dit Roselyne Bachelot, ce sont deux sujets quand même intrinsèquement liés. Plus on pousse la parité, plus on pousse l'égalité femmes-hommes dans l'ensemble des secteurs de la culture, plus on crée des conditions de travail qui évoluent, des prises de conscience plus fortes, même si ça ne suffit évidemment pas. La parité n'est qu'une partie de la solution. Mais en tout cas, cette feuille de route, parité et lutte contre les violences, s'est poursuivie malgré le Covid. La cellule d'écoute audience s'est mise en place en juin 2020. On était encore en plein Covid. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu de l'ensemble des services du ministère, services centraux comme déconcentrés, une réelle mobilisation en plus de tout ce qu'ils devaient faire à ce moment-là pour venir en aide aux multiples difficultés que le secteur de la culture devait affronter pendant la pandémie.
Moi, quand je suis devenue ministre en mai 2022, je me suis inscrite dans l'action qu'avait initiée Franck Riester et développée de manière très forte Roselyne Bachelot, évidemment. Le triptyque qui a guidé mon action, ça a toujours été 1, la formation et la prévention, parce qu'il faut vraiment travailler le plus en amont possible pour éviter que ces violences arrivent. 2, quand ces violences malheureusement arrivent, créer les bonnes conditions pour recueillir la parole des victimes et pour agir ensuite. Il ne s'agit pas juste de recueillir la parole, il s'agit d'agir évidemment en accord avec la victime. Donc ça peut être des articles 40, ça peut être une inspection flash de l'inspection générale des affaires culturelles, ça peut être la demande d'une enquête administrative interne ou externe, etc. Et 3, ce levier de contrainte que le ministère a mis en place très largement, le conditionnement des aides. Et ça, on a vu quand même l'efficacité. Ça a pu chougner un peu au début, mais tout le monde s'y est mis. Et petit à petit, on a élargi, donc effectivement, comme l'a dit Roselyne Bachelot, aux arts visuels, puis à d'autres secteurs. Et moi, j'ai tenu notamment aussi à pousser l'obligation de formation sur les tournages à l'ensemble des équipes, parce qu'au départ, on ne formait que les cadres et pas toutes les équipes, notamment les équipes techniques. Cette annonce, je l'avais faite début décembre 2023. Et on aurait pu penser qu'elle allait être consensuelle après toutes ces prises de conscience, les multiples polémiques autour de ces sujets. Et ben, en fait, elle ne l'était pas tant que ça, hein. Encore en décembre 2023, je me souviens d'ailleurs d'un article dans Causeur qui m'accusait d'être la mère fouettarde de la production audiovisuelle et qui estimait que ces formations obligatoires étaient en fait une censure déguisée. Donc vous voyez encore les débats qui étaient ceux auxquels on devait répondre encore en décembre 2023 quand on parlait juste de formation obligatoire sur les tournages pour que ces comportements, ces dérives, ces dérapages ne se reproduisent plus. J'avais aussi, moi, insisté énormément sur les écoles, les établissements supérieurs d'enseignement artistique. Et je me souviens d'un énorme chantier sur les écoles d'architecture en particulier, où je suis allée moi-même à la rencontre des étudiants. J'ai vu moi-même les référents dans les écoles. J'ai fait vraiment un tour de plusieurs écoles en France. C'était un dossier particulièrement important pour moi, l'amélioration des conditions d'enseignement dans les écoles d'architecture, mais voilà, j'ai tenu à ce qu'on puisse un maximum généraliser ces formations aux violences et au harcèlement sexuel et sexiste. C'est aussi, quand on est ministre, c'est aussi une incarnation sur ces sujets. Roselyne l'a beaucoup fait dans des prises de parole, dans des déplacements, et moi j'ai essayé de l'incarner aussi au quotidien. Je me souviens par exemple de mes déplacements sur les festivals l'été, les festivals de musique notamment, où à chaque fois cette question était prise en compte. On prévoyait dans mon déplacement que je puisse rencontrer les maraudes, les stands de prévention, par exemple les Catherinettes, un groupe très très engagé sur ces questions, ou d'organiser des rencontres avec des femmes engagées sur ces questions. Je me souviens par exemple d'une rencontre au Cabaret Vert à Charleville-Mézières avec Chloé Thibault, qui avait écrit en 2022 Toutes pour la musique, avant son livre de l'an dernier, Désirer la violence, qui a eu beaucoup de retentissement, ou l'application Safer qu'on avait fait financer par le Centre national de la musique, donc que je suis allée tester moi-même sur des festivals. Je pense aussi aux jeux vidéo, Roselyne Bachelot l'a mentionné, c'est un secteur, on a eu énormément de remontées pendant que j'étais ministre, et j'avais été à la Paris Games Week organiser une table ronde avec Women in Games, décorer aussi la cofondatrice de Women in Games, mettre en valeur ce combat, ça passe parfois par des décorations, on y reviendra. Et bien sûr, la politique d'égalité qui était déjà engagée par Franck Riester puis Roselyne Bachelot, qu'on a poursuivie. On a essayé de regarder secteur par secteur où est-ce qu'on pouvait aller encore plus loin. Par exemple, j'ai fait des annonces sur la photographie, la place des femmes photographes. Je ne vais pas tout vous détailler ici. Et je reviens à cette priorité sur la formation. J'ai eu l'honneur de pouvoir déployer le plan France 2030 d'investissement avec, pour le monde du cinéma et de l'audiovisuel, une initiative extrêmement déterminante qui est la Grande Fabrique de l'Image, où on a donné comme objectif de doubler les capacités de formation à horizon 2030 pour l'ensemble des métiers de ce secteur, métiers créatifs comme métiers techniques, avec toujours une vigilance sur
le nombre de femmes à l'entrée à la sélection, leur accompagnement sur la durée pour qu'à la sortie, elles se dirigent le plus possible vers ces métiers, y compris techniques, et bien sûr la prise en compte des enjeux VHSS dans toutes les formations. C'était le cas aussi pour le programme La Relève que j'ai lancé pour élargir le vivier des futurs dirigeants de la culture, et cet enjeu des VHSS était évidemment très très présent dans leur module de formation continue. Je voulais peut-être, avant de conclure, vous faire part de quelques propositions, réflexions que j'avais commencé, sur lesquelles j'avais commencé à travailler quand j'étais au ministère pour peut-être alimenter vos travaux, même si ça peut coïncider avec des choses qui ont pu être dites dans certaines de vos auditions. J'avais réfléchi à la possibilité, j'avais pas eu le temps encore de le mettre en place, de créer un fonds pour financer les enquêtes administratives pour les petites structures. Parce qu'on se rendait compte quand même que pour des petites compagnies, des petits théâtres, des petites sociétés de production, elles n'ont pas les ressources en interne pour faire une enquête interne quand il y a un signalement, et elles ont besoin de faire appel à un cabinet extérieur, ça pouvait coûter 10 000, 15 000 euros. Elles n'ont pas ces budgets-là. Donc comment on fait? Donc, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment dans les grilles de subvention du ministère la possibilité de le faire. Donc il y a peut-être à imaginer un fonds spécifique là-dessus, notamment pour les petites structures. Sur la formation, on avait déjà fait beaucoup, étape par étape. On ne pouvait pas tellement aller plus vite en réalité, parce qu'il n'y avait pas non plus tant d'organismes de formation qui étaient prêts et tant de personnes formées elles-mêmes pour former d'autres. C'est pour ça que quand je disais au CNC, allons-y, il faut aller plus loin sur la formation pour l'ensemble des équipes de tournage, allons-y aussi sur l'audiovisuel, etc. On me dit, oui, mais là, ça va multiplier par 4 le volume. On n'a pas le répondant en face. Donc, mais maintenant, je pense que le sujet étant largement pris en compte, ces formations de formateurs se développent, et il y a maintenant la possibilité de généraliser beaucoup plus ces formations obligatoires au secteur de l'audiovisuel, au secteur des festivals, à tous les secteurs qui ne les ont pas encore. Sur les tournages, il y a aussi ce nouveau métier de coordinateur d'intimité qui est encore balbutiant en France. Je crois qu'il n'y en a que 5 personnes qui le font. Donc évidemment, il y a un sujet là à qui va pouvoir former ces futurs coordinateurs d'intimité, mais sans les rendre obligatoires non plus. Les acteurs peuvent ne pas vouloir, ne pas souhaiter qu'ils soient là pour accompagner si c'est à leur demande. Mais voilà. Autre chose aussi, on a fait beaucoup de mesures bonus, notamment le bonus parité qui a porté ses fruits pour le cinéma et la musique, mais on pourrait faire davantage de mesures malus, c'est-à-dire sanctionner des structures qui ont failli en matière de gestion, de prévention des violences, en baissant les subventions. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être étudié, à mon avis, pour pouvoir aller plus loin. Et après, il y a plein de trous dans la raquette. Je pense que vous avez identifié au fil de vos auditions la question des bénévoles, par exemple. C'est quelque chose qui m'était beaucoup remonté sur les festivals, parce qu'on ne gère pas de la même manière un employé salarié et un bénévole. La question des collectivités, des structures qui relèvent des collectivités, mais l'État a... Le ministère de la Culture a différentes instances, notamment les CTC, les Conseils nationaux des territoires pour la culture, où ça peut se discuter avec les collectivités. Mais pourquoi pas imaginer des conventions au ministère de la Culture, régions, villes, collectivités, représentants des collectivités sur ces enjeux-là de politique commune de lutte contre les violences. Bon, le secteur privé, évidemment, mais toutes les chartes, tous les outils, toutes les fiches pratiques, les cellules d'écoute peuvent aussi servir au secteur privé, mais il y a encore beaucoup trop de trous dans la raquette. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que l'ensemble de ces enjeux que j'ai portés avec beaucoup d'acharnement et de combativité, j'ai toujours veillé à le faire dans le respect du droit et de jamais me substituer moi-même à la justice. Je pense que très souvent, on est poussé comme ministre à faire plus, mais on doit toujours être dans cette ligne de crête entre... bien sûr, croire les victimes, cette présomption de sincérité, mais respecter aussi la présomption d'innocence, respecter le temps de la justice. Et donc, dans les propositions que vous serez amenés à faire, mais je sais que vous serez extrêmement vigilants en tant que législateur sur ce respect de l'état de droit qui est le nôtre, et la justice
même si elle est imparfaite, c'est quand même un socle extrêmement important de notre démocratie, mais de pas tomber dans des mesures qui pourraient restreindre ce pilier qu'est l'état de droit. À titre personnel, mais on aura l'occasion, je pense, d'en reparler aujourd'hui, moi je suis assez contre le boycott des œuvres et la cancel culture en général. Je pense que on doit les montrer, on doit continuer à les regarder, évidemment en les contextualisant le plus possible, en créant des débats, des échanges autour, mais que c'est aussi en les montrant qu'on fera avancer, s'il y a les bons débats autour, la réflexion sur ces sujets. Tout comme je suis contre le fait d'interdire à des personnes condamnées, une fois qu'elles ont purgé leur peine, d'exercer leur métier artistique si elles en avaient un. Mais bon, on pourra revenir sur tous ces enjeux. Je vous remercie. Je vous remercie pour ces propos liminaires, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole pour débuter. Merci, merci à toutes les deux. En réalité, vous confirmez ce qu'on a perçu de nos auditions, c'est que depuis voilà, à peu près 2019-2020, suite aux révélations MeToo, Weinstein, le monde de la culture a pris conscience d'un certain nombre de sujets. Il y a un premier élément qui nous manque un petit peu, pas dans ce que vous nous avez présenté, hein, dans la réflexion qu'on a, c'est une vraie objectivation des faits, c'est-à-dire un baromètre de l'égalité homme-femme dans la culture et surtout un baromètre du sexisme existant. Des mesures ont été prises, un gros travail a été fait. Ce qu'on perçoit de nos auditions, c'est que nous avons encore un sexisme qui est là, qui est ancré et qui est source de violence pour un certain nombre de personnes qui subissent ce sexisme. Et ce que certains appellent le sexisme ordinaire est un vrai fléau pour un certain nombre de femmes. Donc ça, c'est un premier point, la question de l'objectivation. Est-ce que vous voyez des pistes, vous qui connaissez bien vos deux ministères, pour qu'on puisse compter, qu'on puisse objectiver de façon encore plus précise? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est revenir sur la formation. Alors, la formation à deux titres. Formation, évidemment, continue, validation d'acquis, un certain nombre de choses au cours des carrières et au cours des parcours des artistes. Mais d'abord aussi, premier point, et peut-être que là-dessus il y a des choses à améliorer et à approfondir, formation initiale. J'ai été assez surpris de voir la faiblesse du niveau culturel ou même juridique, pardon, de ce milieu en termes de droit du travail. Est-ce que vous ne penseriez pas qu'il faudrait améliorer de façon théorique? La théorie, parfois, même dans le monde de l'art, ça n'a pas que des mauvais travers, pour avoir des acteurs un peu plus solides sur leurs droits, évidemment, et sur les devoirs qu'impose le Code du travail et le code et nos différents codes. Et dernier point sur la formation, on a un petit sujet avec des formations qui s'occupent d'enfants et qui ne sont pas toujours des formations, la plupart d'ailleurs ne le sont pas, des formations en lien direct avec le ministère de la Culture. Elles sont soit en lien avec des collectivités, soit parfois dans le secteur associatif, voire même dans le secteur privé. Et on voit que parfois, il y a eu des choses plutôt gênantes de formateurs qui ont été évincés d'un endroit, qui ont pu parfaitement aller dans un autre endroit sans que ça ne pose de problème, parce que notre code, nos règles ne nous permettent pas de faire le suivi d'un certain nombre de ces formateurs. Est-ce que là-dessus vous aviez des réflexions? Donc voici mes premières questions. Elles sont peut-être un peu vastes, mais elles permettront de compléter, je le crois. Qui souhaite Madame Bachelot? Oui, monsieur le rapporteur, je pense que je peux revenir sur tous les sujets que vous soulevez à travers ce que je vous proposais sur les études de cas et sur lesquelles vous m'avez interpellé. Ma fonction de ministre de la Culture a été émaillée d'un certain nombre d'affaires de violences sexistes et sexuelles, certaines ayant fait l'objet d'un retentissement médiatique important.
ces affaires ne résument pas évidemment, et vous le soulignez dans votre deuxième interpellation, l'ensemble du dossier des violences sexistes et sexuelles. On connaît la loi du silence qui sévit et la répugnance d'un certain nombre de victimes à témoigner. C'est pour ça que l'appui de ces victimes doit être total, car les femmes, majoritairement les femmes, qui témoignent, font preuve de beaucoup de courage. Donc je résume un peu les différentes affaires. Dominique Boutonnat, président du CNC, a été condamné en juin 2024 à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour une agression sexuelle contre son filleul dans un cadre familial en août 2021. Nazim Boudjena, pensionnaire de la Comédie Française, a été condamné d'abord le 30 juin 2021 à 6 mois de prison et un sursis probatoire de 2 ans pour menaces de mort proférées en 2019 et 2020 contre son ex-compagne Marie-Coquille Chambel, suivi de procédures judiciaires complexes, puis à nouveau objet d'une plainte de vous-même, Madame la Présidente, pour menaces de mort, plainte qui devrait être jugée le 6 juin prochain. La plainte de la soprano Chloé Brio contre le baryton Boris Grappe pour des gestes inappropriés lors des représentations de l'inondation. J'avais alors signalé les faits dans le cadre d'un article 40, affaire intéressante puisque toutes les scènes incriminées ont été filmées et que les gestes incriminés auraient relevé d'indications d'hyperréalisme du metteur en scène. La plaignante ayant reconnu qu'après un recadrage de celui-ci, les gestes ne s'étaient jamais reproduits, l'affaire a été classée sans suite. Pour autant, M. Boris Grappe a vu sa carrière brisée et exerce maintenant le métier d'aide-soignant en Allemagne, puisqu'il n'a plus jamais eu, malgré l'affaire classée sans suite, il n'a jamais eu d'engagement. En 2019, le sculpteur Laurent Follon porte plainte contre le plasticien Claude Lévesque pour viol sur mineur de moins de 15 ans. L'affaire judiciaire suit toujours son cours, jusqu'à plus ample informé, mais elle a donné lieu à une intense polémique dans les milieux de l'art, qu'ils soient publics ou privés. Des enquêtes, dont une relayée par Mediapart, ont relevé des faits récurrents d'agressions sexuelles et la polémique a résonné jusqu'à moi puisqu'un tapis soleil noir de Claude Lévesque orne un bureau de l'Élysée. Enfin, l'affaire Pernaut, ce professeur de violoncelle au Conservatoire national de musique et de danse de Paris, a d'abord été suspendu en mars 2021, puis s'en est suivi un véritable feuilleton, la directrice n'ayant pas suivi l'avis de licenciement de la commission paritaire, sans compter une enquête menée par un cabinet non habilité pour ce genre de travail. Le juge des référés a suspendu la sanction en décembre 2021. La commission paritaire émet à nouveau un avis favorable au licenciement. À nouveau, le juge des référés suspend le licenciement en juin 2022. Le tribunal administratif, le 2 novembre 2022, considère la sanction comme proportionnée. Le mis en cause sera condamné à 1 an de prison avec sursis et interdiction de contact professionnel avec des mineurs et inscription au FIJAS. À noter que les parents ont alors activement soutenu le mis en cause. J'y reviendrai. Enfin, même si ce n'est pas de même nature, et Rima Abdul-Malak vient de l'évoquer, la polémique née au Théâtre de la Colline est à noter. Elle naît du choix de Wajdi Mouawad d'illustrer sa pièce « Mère » d'une musique de Bertrand Cantat, condamné pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant et ayant purgé sa peine, ainsi que de confier la mise en scène de « Un qui veut traverser » à Jean-Pierre Barrault, visé par une plainte pour viol classée sans suite. De tout cela, et pour répondre plus précisément à votre question, je tire un certain nombre d'enseignements. Il convient de ne pas qualifier de scandale MeToo théâtre ou MeToo cinéma des faits qui se sont déroulés dans le cadre privé, familial ou conjugal, comme c'est le cas pour Nazim Boudjena ou Dominique Boutonnat. Cela laisserait à penser que les institutions ont failli en manquant de vigilance lors de la commission des faits. Le CNC ne pouvait protéger le filleul de Boutonnat ou la Comédie Française la compagne de Nazim Boudjena. Deuxième point, on est frappé par la longueur des procédures. Entre la commission des faits et le jugement in fine,
il s'établit 3, 4, 5 ans. Cette longueur des procédures est normale. On voit donc que ces années sont consacrées d'abord à vérifier la réalité des faits. C'est souvent très compliqué, puisque c'est souvent un système de parole contre parole. La recherche de témoignages. Cela rend le rôle des institutions compliqué, qu'elles soient ministérielles ou à la tête des établissements. Le mis en cause étant réputé innocent jusqu'au terme des procédures. Les procédures doivent se dérouler dans un strict respect du droit, et en particulier du droit du travail, complètement en phase avec Rima Abdul-Malak. Ne pas s'y conformer entraînera des retards ou même des classements sans suite. Ce sont souvent des erreurs de procédure que des délinquants par des erreurs de procédure que des délinquants avérés ou des criminels échappent à la justice. À la puissance publique de se conformer au droit, c'est bien le moins. La prudence et la précaution dans la recherche de la vérité est plus que jamais indispensable. Tous les mis en cause ont droit à la présomption d'innocence. La notoriété des individus fait que même si la procédure prouve leur innocence, la notion de dette infinie de Deleuze est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre pour les innocents comme pour les coupables. Se pose une nouvelle fois la question de la dissociation de l'homme et de l'œuvre. Le mobilier national doit-il ranger dans ses placards le soleil noir de l'évêque? Doit-on éteindre Moderne Danse à Montreuil? L'installation de Claude Lévesque, une installation lumineuse, et évidemment la mairie de Montreuil avait jugé que cette illumination dans une place qui allait porter le nom de Gisèle Halimi était particulièrement inappropriée. Ce sont les voisins, ce sont les gens du quartier qui ont demandé qu'on rallume Moderne Danse. Je cite cette anecdote parce que je trouve qu'elle situe bien aussi les débats, les polémiques dans l'espace public. Je ne trancherai pas le débat définitivement, même si j'ai plaidé pour le retrait du tapis du bureau du président de la République. Enfin, et pour être en écho avec ce que vient de dire Rima, au moment de la polémique surgit autour de Wajdi Mouawad, j'ai beaucoup réfléchi au texte admirable qu'il avait écrit alors et dont je vous livre quelques extraits. J'ouvre les guillemets. Participer à ce mouvement qui punit au-delà de la justice et du droit, c'est envoyer un message terrible aux jeunes générations, le signe qu'il leur sera toujours plus efficace de régler par eux-mêmes et à coups de couteau les harcèlements dont ils pourraient être victimes, plutôt que de se référer à une autorité scolaire ou parentale. Voilà pourquoi ma position en tant que directeur de la colline est la suivante. Toute personne libre au regard de la loi a le droit d'aller et venir, d'être invité comme spectateur ou comme artiste. Je ne croyais pas qu'au pays des droits de l'homme, je doive défendre la présence d'un citoyen libre dans l'enceinte d'un théâtre public. Ceci étant, l'attention due aux paroles des plaignants, conjuguée à la lenteur des procédures judiciaires, m'amène à penser que si une personne programmée ou invitée au théâtre se trouve engagée dans une procédure judiciaire, je l'inciterai à se retirer de la programmation jusqu'à ce que le travail de la justice ait été mené à son terme. J'entends la brutalité de la situation actuelle. Une personne qui a commis un crime ou un délit envers une femme devient pour toujours, qu'elle soit entendue, mise en examen, jugée, disculpée, condamnée, incarcérée, libérée, un symbole de la violence faite aux femmes. Pour toujours. Cela nous place dans une situation cornélienne. Je ne cherche ici à convaincre personne. Et si la ministre de la Culture ou le président de la République considèrent que mes positions sont contraires aux principes républicains, que l'un ou l'autre me le fasse savoir, et je quitterai la direction du théâtre sur le champ. Je n'ai pas demandé à Wajdi Mouawad de quitter son poste. Merci. Souhaitez-vous compléter la réponse ? Enfin, donner votre réponse, pardon. Oui, parce que les questions soulevées par monsieur le rapporteur sont absolument
complexe et crucial. Cette question du baromètre, je l'entends. Je pense qu'on a besoin d'une sorte d'observatoire qui fonctionne pas seulement avec un rapport par an, mais avec des réunions régulières qui fédéreraient l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les équipes du ministère qui sont en charge de ces sujets, audience, la FESAC, les partenaires sociaux, les associations les plus en pointe sur ces sujets, parce qu'elles recueillent parfois des signalements, des témoignages que la cellule audience ne recueille pas. Donc déjà de mettre en commun, non pas pour outer entre guillemets des noms ou des cas qui doivent rester confidentiels, mais pour objectiver un maximum et voir si dans certains secteurs en particulier, dans certaines organisations spécifiques ou certains types de violences qui peuvent être aussi verbales, parce que ça peut commencer par des mots qui sont absolument inacceptables. Le harcèlement est puni par la loi. Le harcèlement sexuel, c'est déjà le début. Donc si on tolère des mots qui ne doivent pas être tolérés, donc je pense qu'on a effectivement une difficulté à recueillir et objectiver l'ensemble des données, tout en respectant la confidentialité des cas et en ne se substituant pas à la police ou à la justice. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir de mettre en commun des informations, mettre en commun des méthodes dans des instances qui permettraient de partager, de faire mieux circuler l'information pour grouper nos forces, en fait. Et même si on le fait au quotidien, moi je sais que la haut fonctionnaire qui était Agnès Salle quand j'étais ministre échangeait très 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 régulièrement, n'attendait pas les 2 réunions par an avec audience pour faire des points réguliers avec eux, donc, et ça me remontait. Donc informellement, ces choses existent, mais pour rendre ça encore plus fluide et pour mieux faire circuler l'information et joindre nos forces pour améliorer la méthodologie, sans doute que quelque chose de ce type peut être bien. Même difficulté quand il s'agit de suivre quelqu'un qui a été condamné, qui a purgé sa peine et qui est parti dans un autre département ou qui va se retrouver, je sais pas, prof dans le privé ou de manière même individuelle. Je sais qu'on avait une énorme vigilance pour le pass culture, par exemple, parce que le pass culture permet aussi de pratiquer des activités artistiques et de prendre des cours de céramique, de photo, que sais-je, de participer à des ateliers. Et donc, on demandait vraiment aux équipes du pass culture de redoubler de vigilance, de vérifier 14 fois qui étaient les structures qui s'inscrivaient sur le pass culture pour proposer des cours. Parce que ça arrivait parfois que si on n'était pas très vigilant, on avait un prof de dessin qui demandait aussi des modèles nus, etc. Donc il faut être extrêmement vigilant à tous ces niveaux. Après, on ne peut pas avoir des fichiers de noms qui circulent d'un département à un autre, donc protection des données, protection de la vie privée, mais ça, ce sont des débats. Comment concilier ce combat avec la législation en vigueur qui protège la vie privée et les données personnelles. Donc il va falloir essayer de trouver. Je sais que la tâche n'est pas simple pour vous de trouver la bonne ligne pour éviter que des cas comme ça se reproduisent. Et c'est là où, quelque part, la médiatisation des cas, elle a un impact, puisque les noms, quand ils sont connus, les parents font attention, les collectivités font attention, le secteur privé fait attention. Pour autant, il y a énormément de cas dont on n'entend pas parler. Il y a aussi des cas qui ont été classés sans suite et qui peuvent relever de faits en réalité moins graves, qui ne doivent pas à vie achever la carrière de quelqu'un qui peut être encore jeune. Donc c'est des questions complexes. À partir de quand on peut lui refaire confiance pour donner des cours dans le cas de cours pour des mineurs, par exemple. Toutes ces questions sont quand même assez complexes et je pense que plus on les traitera au cas par cas, dans l'intelligence collective, en groupant nos forces avec tous ceux qui sont concernés, mieux on y arrivera. Je ne suis pas certaine qu'on arrive de manière législative à trouver le bon cadre qui s'applique à tous ces cas très spécifiques à chaque fois. J'ai-vous à compléter mon propos
Vous avez évoqué également ce professeur du conservatoire qui avait été amené à participer à un groupe de travail, à une structure, alors qu'il était détenteur d'images pédopornographiques. Dès que les faits ont été portés à ma connaissance, j'ai retiré la mission à la personne. Ça a duré 5 minutes dans mon bureau à peu près. Ça doit être le délai d'attente dans la décision. Je reviens d'un mot aussi sur comment dirais-je, l'appui des parents à certains comportements déviants. J'ai moi-même rencontré cela quand j'étais ministre des Sports. La guerre étant une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires, j'étais ministre des Sports pendant 4 ans. Pardonnez cette boutade. Sans conclure sur les autres ministères. Mais j'ai mené le premier plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport avec l'aide de la tenniswoman Isabelle de Mongeau, qui a amené la condamnation du coach de tennis Régis de Camaret. Et on était sidérés par l'attitude de parents qui laissaient littéralement leurs enfants dans la gueule des fauves. C'est très difficile. Et on a eu exactement la même chose avec Jérôme Pernaut, avec des appels des parents. On a actuellement un chœur dans la région parisienne, voilà, qui avec un directeur qui est poursuivi pour ce genre de fait, et avec un appel des parents. Il faut comprendre aussi que dans un environnement aussi concurrentiel, les parents sont persuadés du génie de leur enfant, veulent absolument qu'il fasse une carrière, et se disent d'une certaine façon, mais s'il faut en passer par là, c'est terrible. C'est absolument, absolument terrible. Et là, il y a sans doute aussi toute une éducation à faire, toute une information à faire dans ce domaine. Évidemment, les directeurs d'institutions, pendant la procédure, parce que j'ai parlé de la lenteur des procédures, doivent autant que possible, non pas licencier la personne, ils n'en ont pas le droit, mais procéder à des retraits, à des éloignements. Et c'est ce qui s'est passé pour Jérôme Pernaut, de la part d'ailleurs d'Émilie Delorme, la directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Ce qui a été fait par Éric Ruff, l'administrateur de la Comédie Française pour Nazim Boudjena. Et ce n'est pas d'ailleurs toujours facile. Et qui peut donner aussi lieu à des affaires judiciaires, le mis en cause se tournant vers la justice pour estimer qu'il est lésé par ces procédures de retrait, même s'il a gardé son salaire, lésé par ces procédures de retrait, alors que les faits soit n'ont pas été établis, soit les sanctions pas prononcées. Je l'ai fait moi-même alors que j'étais ministre de la Santé, pour éloigner Patrick Pelloux, dans des conditions qui m'ont valu d'être appelé par la personne mise en cause le crotal. Je revendique. Quoique. Mais l'éloignement est absolument indispensable. Je reviens d'un mot sur l'affaire Dominique Boutonnat. C'est certes une nomination qui est faite en Conseil des ministres, mais il y a 2 sortes de nominations, Conseil des ministres. Les nominations révocables à tout instant, celles des ambassadeurs ou des préfets qui se voient notifier le matin même du Conseil des ministres le fait qu'ils ne sont plus préfets ou plus préfets à ce poste, ou qu'ils en changent. Et puis il y a des nominations à terme. Le président de la Caisse d'assurance maladie est nommé pour 5 ans, le président du CNC est nommé pour 3 ans.
Il a donc été nommé Dominique Boutonnat pour la première fois en 2019, puis renouvelé en juillet 2022. On peut toujours revenir sur cette nomination, mais il y faut alors des faits graves et avérés, ce qui a été le cas en juillet 2024, amenant à ce moment-là le fait que la révocation de la nomination à la présidence du CNC. Mais je précise parce que quelquefois il y a une confusion chez certains qui pensent que les nominations au Conseil des ministres peuvent être révocables à tout instant. Et ce n'est pas le cas. Merci à vous deux pour ces prises de parole. Alors je vais évidemment vous poser des questions sur cette espèce d'ambroglio qu'il y a, et si vous me le permettez, qu'il y a aussi dans vos propos entre la question du pouvoir, la question de la parole déjà, la question du pouvoir, la question de la valorisation, la question de la justice, la question du droit du travail, et celle de la cancel culture qui est un peu mélangée dans un espèce de melting pot qui nuit, à mon avis, à la compréhension des choses. Bon, la première chose, c'est que la parole doit être protégée, pas forcément crue de manière aveugle, mais protégée. Parce qu'une personne qui parle, une victime potentielle qui parle, est une personne qui prend d'énormes risques sur sa carrière, parce qu'on parle évidemment des personnes qui ont été mises en cause et dont la carrière a pu connaître des arrêts, voire des arrêts définitifs pour certains, peu, mais certains. Mais la parole des parleuses ou des victimes parleuses, elle est quasi systématiquement menacée. On l'a vu de multiples manières dans nos auditions, ou que ce soit en huis clos ou en public, ou de manière ouverte, les paroles sont extrêmement claires là-dessus. Donc la première question, c'est la protection de la parole, et ça, manifestement, je pense qu'on peut dire que même s'il y a encore des trous dans la raquette, et vous en avez parlé, autour des bénévoles, autour des figurants, autour de qui est référent, bon, tout ça on va s'y atteler, mais enfin globalement quand même on peut constater qu'il y a une volonté politique réelle de prendre en compte cette parole. Ça, je pense que personne ne peut aujourd'hui le nier par des structures, par des instruments qui ont été mis en place. Après, la question est celle du pouvoir, c'est-à-dire que des personnes qui sont mises en cause et qui ont des positions de pouvoir peuvent être dans des situations où elles mettent en danger d'autres personnes. Et c'est en cela que vous citiez Madame Bachelot, Monsieur Boutonnat ou d'autres, bon, je ne vais pas reciter tous les noms que vous avez cités, mais en fait, en situation de pouvoir, et quand bien même les violences se sont déroulées en dehors des instituts dont ils étaient les présidents ou les directeurs, ils peuvent potentiellement mettre en danger les salariés, le public par exemple. Alors, le CNC n'a pas de public, mais imaginons que ce soit sur une structure qui reçoive du public, on peut imaginer que ça puisse les mettre en danger. Et donc là, c'est le droit du travail qui s'applique et non plus la justice. C'est-à-dire qu'en fait, le droit du travail impose qu'il y ait une mise en sécurité des personnes qui travaillent sur un lieu. Ensuite, le troisième point, c'est la valorisation des personnes, qu'elles aient été condamnées ou pas condamnées. Dans le cas du théâtre de la Colline, la question qui s'est posée autour de Bertrand Cantat était qu'il était mis en une espèce de... Et d'ailleurs, le directeur nous l'a expliqué ici même, il était mis en position de héros dramaturge, enfin de héros... pardon, je perds mes mots, mais... mythologique, voilà, dans le cadre de ces héros qui chutent, alors qu'il a tué une personne. Et donc, est-ce que c'est à lui d'être mis en valeur, d'être valorisé en tant que le héros d'une pièce et en tant qu'illustration d'un héros qui tombe? Enfin, c'est une question éthique fondamentale, philosophique même. La troisième chose, c'est, vous avez beaucoup parlé de la justice. Je rappelle quand même que la justice en France ne passe pas sur les violences sexuelles, ou de manière extrêmement anecdotique ou marginale. Je rappelle les taux de classement sans suite pour les viols, c'est de 94%. Alors même que l'auteur est connu. C'est-à-dire que c'est au-delà, les taux de classement sans suite pour les viols sont au-delà des autres infractions, même quand les auteurs ne sont pas connus. Alors que dans 9 cas sur 10, sur les viols, les auteurs sont connus. De sorte qu'en fait, on ne peut pas s'en remettre à la justice en l'état actuel de la justice,
puisqu'il n'y a que 0,6% de condamnation. 0,6%. Et je parle volontairement de dysfonctionnement de la justice parce que si on prend par exemple le harcèlement sexuel, qui est le harcèlement, forcément, il y a des preuves. Le harcèlement, c'est impossible qu'il n'y ait pas de preuves. Il y a des messages, il y a des coups de téléphone, il y a des témoins, il y a des... Le harcèlement, c'est vraiment ce qui est le plus facile, puisque ça n'est pas du toucher dans le cadre d'une intimité ou d'un rapport à deux. Le harcèlement, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de geste. Donc ça veut dire que c'est de la parole, que c'est des messages téléphoniques, etc. Eh bien, il y a un taux de classement sans suite de plus de 80%. Donc, en fait, le problème que l'on a, et c'est là qu'est le sujet, à mon sens, de votre rôle en tant que ministre, c'est comment fait-on, dans une justice qui massivement dysfonctionne sur les violences sexuelles, comment fait-on pour à la fois protéger et pour ne pas valoriser un système qui met sur un piédestal, qui met sur scène de manière... qui met en scène, qui met sur scène des personnes qui peuvent être mises en cause. Et je pense que si nous n'arrivons pas à faire la distinction entre toutes ces notions-là, alors nous ne voyons pas clair dans la manière dont il faut faire. Et quand vous parliez, Madame Abdul-Malak, de la cancel culture, je pense qu'aucun des mouvements féministes ne demande la cancel culture. Ce qu'elle demande, et je peux le dire ce que nous demandons, puisque je m'inclus dans ces mouvements, c'est une mise en contexte. Ça n'est pas l'effacement, c'est une mise en contexte. Mais je vais vous citer un autre cas qui, sans doute, alimentera notre réflexion. C'est dans l'Église, il y a un prêtre qui a agressé et violé nombre d'enfants, probablement plus de 100 enfants, qui est désormais mort, mais qui a fait des vitraux qui ornent plusieurs églises de notre pays. Il y a un mouvement pour enlever ces vitraux des églises. La personne est morte. Il n'y a pas eu de justice, puisqu'en plus, l'Église a fait une procédure interne, mais pas externe. Et pour autant, il y a 100 victimes et il y a encore des vitraux, et elle demande d'enlever ces vitraux. Voilà. Je ne dis pas que c'est simple, mais je dis quand même qu'il y a vraiment, on ne peut pas, au nom du fait que la justice est toute puissante et que c'est absolument un pilier de notre démocratie, minimiser toutes les actions que nous pouvons faire à côté. Ou du moins, ne pas prendre les responsabilités nécessaires à ce niveau-là. Mesdames, et ensuite Monsieur le rapporteur, ou à moins que il y avait un complément ? Ouais, juste compléter sur 2 points. C'est justement tout l'enjeu de ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte que ces commissions de fait n'arrivent pas. Enfin, je crois qu'il faut prendre le sujet par là, mais il faut le redire. Et par contre, je compléterai sur la justice avec peut-être mon regard de rapporteur de la loi de programmation de justice et des moyens qui ont été mis, et d'avoir été au cœur de la justice pendant 7 ans en étant commissaire aux lois. Et vice-président de la commission. Il faut faire très attention sur le dire que la justice ne fonctionne pas. La justice est imparfaite, mais la justice est complètement, évidemment, fondamentale dans notre société. Et je n'aimerais pas que... Oui, je sais, Madame la Présidente, mais j'aimerais pas qu'on laisse croire à des victimes que ça ne sert à rien de porter plainte. On l'a vu, et il y a même des faits qui ont été découverts parce qu'il y a eu plusieurs plaintes sur quelqu'un, et que ça a permis aux policiers, aux officiers de police judiciaire de faire une instruction. Donc c'est important, la justice est importante, mais je ne crois pas que c'était le sens de votre propos. Mais, non, je le redis, c'est un pilier de la démocratie. Ouais, je dis juste que quand on condamne à hauteur de 0,6%, il y a 99,4% des faits qui restent non. Exactement, exactement. Ni instruit ni puni. Mais c'est souvent justement aussi par des biais qui peuvent être des biais culturels. Moi, je reviens parce que j'ai pas été complètement. Oui. Non, mais oui, mais on va pas avoir le débat devant nos 2 ministres, mais je pense qu'il faudra qu'on ait ce débat parce que Ouais, sachant que sur beaucoup de sujets, nous sommes en phase. D'ailleurs, tous les quatre ici, j'ai l'impression que nous sommes grosso modo en phase sur la nécessité de l'action. Juste, peut-être répondez, je voulais juste dire ça et je reviendrai sur d'autres questions que j'ai ensuite. Alors, moi,
j'ai grandi dans un pays, le Liban, en pleine guerre civile, où j'ai vu une société qui n'a pas une justice qui fonctionne et où les gens faisaient justice eux-mêmes, en tout cas pensaient faire justice eux-mêmes et réglaient leurs comptes à coups de Kalachnikov dans la rue. Donc je suis très marquée par les horreurs que j'ai vues pendant la guerre dans mon enfance, et j'ai toujours eu un attachement absolument viscéral en France à notre justice indépendante, et même si son fonctionnement est imparfait, elle fonctionne. Donc moi, je ne peux pas entendre « on ne peut pas s'en remettre à la justice », qui est une phrase que vous avez dit, Madame la Présidente, ça me heurte. Je sais tous les chiffres que vous avez dit, mais il faut aussi se rendre compte que la libération de la parole depuis MeToo permet aujourd'hui que des dépôts de plainte se fassent dans des délais plus courts que ce qui était le cas auparavant, et vont permettre de plus en plus à la justice d'avoir de meilleurs moyens, en fait, de prouver, en quelque sorte, les infractions dont on parle. Même la cellule d'écoute audience, au début, quand elle a été mise en place en plein Covid en 2020, la plupart des appels conservaient des faits qui remontaient à plus d'1 an. Et ça s'est réduit au fur et à mesure. Plus la cellule était connue, plus la libération de la parole se développait, plus nos mesures se mettaient en place, plus la prise de conscience collective avançait, plus les appels se faisaient plus proches du moment où les faits ont été commis. Et donc plus on est proche, plus la justice, et si les personnes acceptent de porter plainte, parce qu'il faut les accompagner vers le dépôt de plainte aussi, elles ne le souhaitent pas toujours au début, plus on pourra. Donc je pense qu'il faut aussi être optimiste par rapport à ce mouvement. Enfin, moi je le suis. Même si les temps des procès, comme l'a dit Roselyne Bachelot, sont longs, dans le cas de Dominique Boutonnat, moi j'ai demandé, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Est-ce qu'il y a d'autres signalements? On a vraiment cherché, regardé, interrogé les secteurs, interrogé les équipes. On n'en a pas reçu. Il n'y avait qu'une plainte, elle était suffisamment grave, je ne la minimise absolument pas, dans un cadre privé, d'une personne, le plaignant, qui n'était pas dans le secteur du cinéma, qui ne travaillait pas au CNC, qui n'était même pas dans le secteur du cinéma, qui n'était même pas en France, puisqu'il vivait, je crois, à Singapour. En tout cas, on n'a pas trouvé à ce moment-là, on a quand même largement interrogé Roselyne quand elle était ministre, moi à l'Élysée, puis moi quand j'étais ministre, pour bien s'assurer. J'ai vu après un article il y a quelques mois dans Libération, je crois en mai, qui faisait état de certains témoignages sur le comportement de Dominique Boutonnat dans des soirées, etc. Moi, cet article était après que j'ai quitté le ministère. Quand j'étais ministre, j'ai interrogé régulièrement, parfois en off, à la fin de certaines réunions, les représentants du secteur du cinéma. Je n'ai jamais eu ce type de remontée. S'il y avait quelque chose de systémique, s'il y avait des plaintes généralisées, comme ça a pu être le cas pour Patrick Poivre d'Arvor ou d'autres cas connus, je pense que on aurait insisté auprès de Dominique Boutonnat pour qu'il démissionne ou se mette en retrait. Là, on n'avait pas la possibilité, en fait. Comme c'est une infraction commise dans un cadre privé et pas professionnel, et c'est d'ailleurs la difficulté qu'a eu la Comédie Française, c'est souvent la difficulté qu'ont les employeurs. Si c'est dans le cadre privé, comme l'a dit Roselyne Bachelot, les marges de manœuvre de sanctions sont très réduites, en fait, parce qu'après il y a des risques prud'homaux, etc. Donc moi, la position que j'ai eue, je le redis, c'est d'attendre le verdict de la justice, de ne pas moi me substituer à la justice pour condamner Dominique Boutonnat. Surtout que l'action du CNC en matière de lutte contre les VHSS, honnêtement, était absolument exemplaire, pionnière. C'était les premiers à l'avoir développé, mis en place, parmi toutes les autres administrations du ministère et tous les autres champs de la culture. Donc j'avais même pas rien à lui reprocher sur ce domaine-là en particulier. Voilà, donc vous nous demandez de clarifier l'imbroglio, parce que c'est vrai que tous ces sujets sont complexes et s'imbriquent, mais la ligne, pour être au clair, c'est quand même la ligne du droit, et de se référer, de prendre conseil avec Oui, mais même dans le droit du travail, on ne peut pas se mêler de la vie privée, on ne peut pas poser des questions à quelqu'un sur sa vie privée, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire en droit du travail. Donc on s'est entouré d'avocats, on a pris des conseils, enfin, je veux dire, à chaque fois on a un service juridique au ministère qui est extrêmement compétent. C'est pas des décisions sur un coin de table sur le coup de l'émotion, parce qu'on est obligé aussi de respecter les cadres du droit pénal, du droit du travail, évidemment. Donc
clarification, elle ne peut passer pour moi que par le respect du droit. Et même si la justice est imparfaite et même si elle est lente. Mais je suis optimiste que ce mouvement de libération de la parole et les dépôts de plaintes plus systématiques et plus rapides vont in fine améliorer les chiffres que vous avez cités et qui restent désolants. J'en suis totalement d'accord. Je précise juste, pardon, parce que j'ai dit ne pas s'en remettre qu'à la justice, seulement à la justice, donc je le précise. Et par ailleurs, les classements sans suite ont augmenté ces dernières années. Depuis MeToo, les classements sans suite pour violences sexuelles ont augmenté. Ce qui quand même interroge notre société sur la manière de prendre en charge ces questions-là. Madame Bachelot. Vous avez raison, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, de souligner la distorsion considérable qui existe entre ce continuum de violences sexistes et sexuelles et les sanctions qui sont prononcées. En tant que militante de cette cause, c'est quelque chose qui me mine profondément et qui a conduit mon action durant toutes ces années. Il ne s'agit pas évidemment de remplacer la justice, fondement de notre démocratie, par la loi de la rue et par un système de vengeance. Et je crois que ni vous, Madame la Présidente, ni vous, Monsieur le rapporteur, n'avez appelé à cela. Finalement, toutes les actions que nous avons menées avec Rima Abdul-Malak, c'est justement de faire en sorte que la prévention, l'information, d'agir en amont de la commission des faits, de la complicité qui régit la société, j'emploie le terme de complicité, avérée ou implicite, soit mise en pièces. De rappeler à tous que les violences verbales sont toujours l'antichambre, j'emploie le mot à raison, l'antichambre de la violence sexuelle. Que les phénomènes d'emprise commencent là. Et je dois dire que, comme je suis, comme Rima, une cultureuse génétique presque, ça fait des années que j'assiste à des répétitions, à des masterclass, à des classes, et que je suis frappé dans le monde du spectacle vivant par la violence qui y sévit. Non seulement qui y sévit, mais qui est revendiquée comme un élément de formation. Et j'obtiens toujours la même réponse, profondément choquante, de reproduction. Interrogeant encore récemment un acteur qui par ailleurs est professeur au conservatoire, je lui dis, mais est-ce qu'on peut apprendre le métier, que ce soit le métier d'acteur, de chanteur, est-ce qu'on peut l'apprendre sans violence? Il m'a dit, non, ce n'est pas possible, moi j'ai été formé de cette façon-là, c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Vous voyez les phénomènes de reproduction qui sont à l'œuvre. Et ce qui est très curieux, c'est que dans les deux grandes écoles d'apprentissage, l'école d'apprentissage classique, qu'elle soit représentée par un Louis Jouvet, par un Gémier, où finalement l'acteur doit se vider de sa personnalité pour être rempli par la personnalité du rôle qu'il va jouer, ou que ce soit dans les techniques de l'acteur studio de Stanislavski, ou au contraire, c'est la personnalité de l'acteur qui doit aller vers le rôle pour remplir le rôle de sa propre substance personnelle, eh bien ces deux techniques aboutissent à la même violence. Et ce qui est très curieux, c'est que toutes ces personnes qui ont raisonné, qui ont construit, qui ont intellectualisé ce mouvement de l'apprentissage de ces fonctions d'acteur, de comédien, de chanteur, n'ont absolument pas fait cette réflexion sur la violence.
c'est un champ théorique et académique qu'il convient aussi de conquérir. Et c'est un des moyens aussi de combattre ces violences. Et la conquête de ce champ académique me paraît être une des conditions de lutte. Je partage absolument. Pardon ? Je partage absolument. Merci pour ces mots. Monsieur le rapporteur. Oui, ça me permet justement de rebondir sur cette question de la pédagogie et aussi du rôle modèle que peut avoir la culture. C'est-à-dire que la culture est le reflet de notre société. Elle peut aussi être un miroir porté vers d'autres pratiques. Et votre réflexion, Madame la Ministre, me fait penser à ce huis clos que nous avons eu avec des comédiennes toutes, des comédiennes installées, célèbres. Et nous avons été extrêmement, moi en tout cas, j'ai été très surpris par le continuum de violence qu'elles ont subi durant toute leur carrière. Sur leur premier casting, elles ont accepté parce qu'elles avaient envie de faire ce métier. Ensuite, sur des rôles où elles ont été mises dans des situations mettant leur vie en danger à certains moments, parce que ça allait faire une belle image. Parce qu'on aurait de la sincérité, parce qu'on aurait une dramaturgie plus forte qu'en jouant. D'ailleurs, c'est une insulte à leur jeu, parce qu'elles sont souvent capables de jouer. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, sur ce sujet de la pédagogie, comment on avance? Est-ce que des instructions ont pu être données aux écoles? Et est-ce que les écoles pourraient avoir d'autres instructions? Parce que nous avons aussi vu des professeurs qui nous disent « mais nous, on est en capacité aujourd'hui d'enseigner sans cette violence ». Et nous ne souhaitons pas aujourd'hui reproduire ce que nous avons vécu. La question de la reproduction de tout le milieu d'ailleurs. Reproduction du technicien qui parfois, ou de la technicienne qui a parfois souffert de la blague sexiste ou raciste, qui quelques années plus tard l'a fait parce que c'est comme ça que ça se fait. Exactement. Voilà, donc tout ça sur la question de la reproduction dans le monde de la culture, je pense qu'on a un levier qui sont quand même tout notre réseau d'éducation à la culture dans ce pays, que ça part en partant du haut, en allant jusqu'à l'école à rayonnement communal, le conservatoire à rayonnement communal. Comment on fait et est-ce que c'est un sujet sur lequel peut-être des moyens peuvent être mis, des moyens supplémentaires peuvent être mis aussi? Madame Abdul-Malak. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, monsieur le rapporteur, moi j'ai un cas par exemple là en tête qui me revient, c'est quand j'ai eu à nommer la nouvelle direction du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. J'ai choisi Sandy Ouvrier, je ne sais pas si elle fait partie de vos auditions, j'ai pas pu tout vérifier, mais dans l'échange que nous avons eu, l'entretien, on a passé un long moment sur ce sujet-là, sur la formation des comédiens et des comédiennes, comment sortir de la reproduction des méthodes qu'a pu mentionner Roselyne Bachelot. Elle avait une réflexion que je trouvais très juste, très volontariste sur ces questions. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai poussé pour sa nomination, par exemple. Quand je parlais des écoles d'architecture tout à l'heure, un réseau de 20 écoles nationales, il y avait une souffrance qui n'était pas lié aux questions de VHSS, mais ça rejoint ce que vous disiez aussi sur le droit du travail. Cette fameuse charrette dans les écoles d'architecture, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être un bon architecte pour certains enseignants si on ne savait pas à un moment travailler nuit et jour pendant 4 semaines sans dormir, sans manger quasiment, pour finir un projet. Ça crée des situations de souffrance terribles. Et on a dit tolérance zéro avec les charrettes. Il faut sortir de ce mode d'apprentissage. Et on a passé des heures en réunion à travailler sur ça. Donc oui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est globale dans les écoles. Et plus l'État sera exemplaire avec son réseau national, plus les écoles qui relèvent de municipalités ou de départements ou du secteur associatif s'y mettront aussi, hein. C'est un mouvement, donc il faut quand même être la locomotive qui tire le mouvement et il faut que l'État l'affirme de manière très claire. Et je rejoins votre question initiale au début de l'audition sur des modules un peu d'initiation basique au droit du travail dans toutes les formations, ça c'est sûr. Et on en parlait même avec Arthur Nodicel, le directeur du TNB, ou Caroline Guylaine que j'ai nommée à la tête du Théâtre National de Strasbourg où il y a une école. C'est-à-dire qu'en fait, ces étudiants ne doivent pas être formés que
à jouer des scènes de théâtre. Un jour, ils vont être confrontés à des castings, ils vont jouer dans des films, ils vont avoir une vie professionnelle aussi autre, et ils doivent connaître leurs droits. Évidemment, ça, on se rendait compte qu'ils ne les connaissaient pas suffisamment. Et ils peuvent aussi se retrouver en situation d'employeur. S'ils créent une compagnie, par exemple, et qu'après ils deviennent eux-mêmes employeurs d'intermittents du spectacle, ils doivent avoir un minimum de connaissances aussi du droit du travail. Donc tous ces enjeux, on en a vraiment parlé avec les directeurs des établissements. Je pense qu'on a aujourd'hui, partout en France, des personnes extrêmement responsabilisées et déterminées sur ces questions, et le mouvement est enclenché. Ça a pu être lent, ça a pu être poussif, mais là, je pense que, là aussi, je suis optimiste sur le fait que cette génération qui est à la tête des écoles prend ce sujet à bras-le-corps et que ça fait boule de neige sur les structures qui ne relèvent pas de l'État. Je veux dire aussi que, évidemment, ces politiques vont demander des moyens. Et qu'elle en demande déjà, et que dans certaines structures, je pense en particulier aux petites structures, à la présidence de la FEVIS, j'ai évidemment des mastodontes de la culture, mais j'ai aussi des tout petits ensembles, et qui sont même, j'allais dire, la structure majoritaire de la fédération. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus exigeant et qu'il faut suivre des formations, il faut mener des actions, libérer du temps des responsables, faire des affichages, alors que d'autres contraintes sont également imposées, contraintes de respect du développement durable, de l'écologie, de la sécurité, et dans un contexte économique extrêmement contraint. On connaît ce qui se passe au ministère de la Culture avec une réduction prévisible des crédits, et surtout de considérer qu'hélas, certaines collectivités territoriales ont pensé que la culture allait constituer la variable d'ajustement d'un certain nombre de contraintes budgétaires. Il n'y a pas que dans ma chère région des Pays de la Loire que ça existe, puisque je crois que 40% des départements ont annoncé une réduction de crédit d'au moins 50% sur la culture. Je ne vois pas en quoi c'est lié à une éventuelle diminution des dotations venant de l'État, puisque sur une enveloppe de près de 160 milliards de dotations, la première épure était à 8 milliards, il paraît qu'elle est descendue à 2,5 milliards. Donc on est sur une diminution des dotations de l'État qui n'atteint pas 2%, et on a un embargo de 70%. Alors je dois dire que dans le domaine, il n'y a pas les bons et les méchants, parce que je dois dire toutes les tendances politiques se sont livrées à ce genre de purge pour des raisons diverses, à la fois quantitatives bien sûr, mais aussi qualitatives, en fléchant certaines de leurs subventions vers des secteurs qu'ils estimaient, à tort ou à raison, soit plus intéressants, soit peuplés de moins d'opposants politiques. Vous voyez si j'emploie des termes diplomatiques, monsieur le rapporteur, madame la présidente. Mais enfin, tout ça veut dire que, effectivement, toute cette lutte, elle demande des moyens, et toute cette lutte, elle est exercée par des acteurs, au sens économique du terme, extrêmement différents dans leur capacité. Bon, autant sur des grosses structures, les choses peuvent se faire, même si elles sont difficiles. Autant dans ces petites structures, ça va exiger de la mutualisation, de l'appui. Et je dois dire que je suis, monsieur le rapporteur, madame la présidente, extrêmement inquiète. N'est-elle pas là, la cancel culture, finalement? Oui, là, c'est de la cancel culture. Oui. Madame Abdul-Malak. Oui, merci. Je voulais juste ajouter quelque chose en repensant à vos questions sur les mineurs. Et rappeler, mais vous en connaissez évidemment l'existence, le rôle de cette commission des enfants, j'ai plus le nom exact, qui dépend de la préfecture. Pour les tournages, en tout cas, il y a
il y a quand même des demandes systématiques à faire. Moi, j'ai eu à gérer, quand j'étais ministre, le cas du film de Catherine Corsini, où le CCHSCT était intervenu sur le tournage à la demande des partenaires sociaux, et le CNC a déclenché, enfin j'ai validé que le CNC déclenche un article 40 et a mis une sanction. Donc je reviens aussi à ma proposition qu'il faut des sanctions à un moment, parce que ces sanctions réveillent le reste du secteur que, ah oui, ce sont des sujets à prendre beaucoup plus au sérieux. Je ne veux pas juger l'intentionnalité de départ de Catherine Corsini, elle s'est expliquée dans la presse, elle s'en expliquera, mais très bien. Mais en tout cas, là, il y avait quand même une infraction au droit social qui était matériellement constituée. Il y avait un dossier qui avait été fait pour l'avance sur recette qui comportait la scène. Cette scène n'était plus dans le dossier qui avait été fait pour la commission des enfants. Et puis, sur le tournage, la scène est revenue. Bon, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit être absolument rigoureux. C'est pas juste une erreur administrative. C'est à un moment donné, on parle de vie humaine, de mineurs qui se retrouvent sur un tournage. Donc, une totale vigilance de chaque instant, de chaque équipe de la production doit être extrêmement rigoureuse, en fait. Et donc, heureusement, en fait, il y a quand même tout ça. Il y a cette commission, il y a le CHSCT, il y a les partenaires sociaux dont le rôle est extrêmement important, il y a le CNC qui est vigilant. Donc vous voyez, ça c'est quand même un exemple qui n'aurait pas dû arriver, évidemment. Mais quand il arrive, je trouve qu'il y a eu quand même les bonnes réactions de manière extrêmement rapide. Et la sanction, elle est quand même lourde, hein, parce que c'est de l'ordre de 700 000 € là, du CNC qui a été retirée. Voilà, je pense que ça servira de leçon, pas seulement à cette production-là, mais à l'ensemble des productions, de se dire la prochaine fois, quand on a des mineurs sur un tournage, on va vérifier beaucoup plus sérieusement qu'on a tout respecté en la matière. Voilà, c'était juste pour citer ce cas qui est à la fois négatif et positif selon comment on voit les choses. Alors là-dessus, on a eu des témoignages très différents, hein, parce que il y a même eu des coordinateurs, enfin des coachs d'enfants, pardon, et des coachs d'intimité, des coachs d'enfants et des personnes responsables de casting qui nous ont dit que en fait il y avait une sous-estimation quasi, en tout cas très fréquente, je ne vais pas dire systématique, mais très fréquente des heures de travail des mineurs, et que les plateaux entiers étaient complices en fait de cette sous-déclaration. Ce qui d'ailleurs pose un autre problème, hein, qui est qu'à force de renforcer les dispositifs, il y a plus de fraude aussi en sous-main. Bon, mais ça, évidemment, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'il nous faut quand même, avancer sur ce sujet. Moi, je voudrais vous poser... C'est la raison pour laquelle je m'étais opposé au concours de Minimis, hein, quand j'étais... C'est-à-dire de Minimis. De Minimis. Ah, Minimis. D'accord, je comprends. De Minimis. Grande Ok, Minimis. Très bien. Très bien. Le sport, oui. Ah, très bien. J'ignorais. Non, c'est un... Très choquée par cette hypersexualisation des petites filles. Et je trouve pas ça drôle du tout. Non, mais pardon, c'était un rire nerveux. C'était un rire nerveux. C'est parce que je n'ai pas compris le terme et je pensais que c'était un acronyme d'une institution. Je comprenais pas, d'accord. Non, alors merci merci pour ça, parce que vraiment, alors la sexualisation des enfants, c'est l'horreur. Moi, je voudrais vous poser quand même quelques questions sur Gérard Depardieu, parce que évidemment, cela vous concerne. Alors, je sais, Madame Abdul-Malak, que vous avez eu des propos qui étaient assez clairs là-dessus. Nous avons reçu aussi le général en charge le grand chancelier de la Légion d'honneur, pardonnez-moi, je perds mes mots. Bon, là, typiquement, vous voyez, on est dans la question de la valorisation, donc dans les différentes échelles dont je vous parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on parle aussi de la réinsertion, parce que ça, c'est important. Mais sur la valorisation, quelle meilleure valorisation que d'une parole présidentielle disant qu'il fait honneur à la France, alors même que les images étaient sans ambiguïté et que les plaintes commençaient quand même à se multiplier. Donc ça, par exemple, dans une situation comme celle-ci, alors vous n'êtes pas le président de la République, j'entends bien, mais quelle marge de... Ou peut-être, futur, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas, à cette date, vous ne l'êtes pas. Quelle marge de manœuvre avez-vous là-dessus ? Comment ça se passe concrètement sur des affaires comme celle-ci ?
Alors, Madame la Présidente, la réalité, c'est que le ministère de la Culture n'a aucune marge de manœuvre sur les Légions d'honneur. C'est bien toute la... finalement, l'absurdité de cette affaire Depardieu et de cette polémique. C'est-à-dire que on peut proposer sur le quota du ministère de la Culture des personnes, bien sûr, mais ce n'est pas nous qui avons la décision finale, ni sur leur nomination, ni sur leur suspension ou exclusion. En réalité, ça passe pas par le ministère de la Culture, voilà, en gros. Dans l'histoire de l'affaire Depardieu, qui est elle-même complexe et multiple, au fond, il y avait 3 sujets. Il y avait le sujet des plaintes pour lesquelles la justice doit rendre son verdict et le procès va avoir lieu. Il y a la question de voir ces œuvres ou pas. C'est là où on rejoint les débats cancel culture, mais c'est vrai que dans le contexte où le président de la République avait été interviewé en décembre 2023, il y avait eu la télévision belge qui avait dit que ces films ne seraient plus diffusés, le musée Grévin qui allait retirer sa statue, etc. Donc il y avait cette confusion aussi avec d'un côté les plaintes, les témoignages et les plaintes traitées par la justice, de l'autre le débat cancel culture, et troisième sujet, disons différent, la Légion d'honneur. Puisque la Légion d'honneur, en fait, tombe automatiquement, si j'ai bien compris, quand la personne est condamnée. Mais en dehors des sujets des plaintes, si un comportement est contraire à l'honneur, peut se lancer une procédure disciplinaire. D'ailleurs, moi-même, en fait, je m'étais référée, je dois dire, à une autre interview du président de la République au sujet d'Harvey Weinstein en 2017, où il avait dit dans cette interview sur TF1, dans mon souvenir, qu'il allait demander au grand chancelier de lancer une procédure disciplinaire. Et à cette époque, Harvey Weinstein n'était pas encore jugé. Il a été jugé, je crois, en 2020. Technique, c'est que les personnes qui sont étrangers ont la Légion d'honneur, mais font pas partie de l'ordre de la Légion d'honneur. C'est une subtilité que j'ai apprise pendant l'audition de M. Lecointre. Et c'est important de le préciser parce que ça change la marge de manœuvre. Tout à fait. Et moi-même, cette subtilité, je ne l'avais pas quand je me suis exprimée sur C'est à vous. Au fond, quand C'est à vous m'a demandé mon avis sur la Légion d'honneur, comme ça ne relève pas du ministère de la Culture, j'aurais peut-être pas dû m'exprimer là-dessus, parce qu'en plus, à ce moment-là, je venais d'annoncer la généralisation des formations de toutes les équipes sur les tournages. J'avais plutôt envie de parler de ça, des actions concrètes, de comment on agit pour que ça ne se reproduise plus. Et je me suis retrouvée embarquée dans cette polémique de la Légion d'honneur, qui en réalité ne relève pas de moi, relève de la grande chancellerie et in fine du grand maître, qui est le président de la République. Mais le sujet, c'est quoi ? C'est que moi, j'ai en fait informé de l'échange que j'avais avec le général Lecointre la veille, qui m'avait lui-même dit que je pouvais en parler, parce que je lui ai quand même clairement posé la question si je pouvais faire état de notre conversation, puisque je sentais que j'allais être interrogée. Donc il m'a dit oui, je l'ai fait. J'ai essayé d'être la plus précise possible dans cette interview. Je ne vais pas redire là les mots exacts de ce que j'avais dit, mais j'avais bien fait la distinction entre les plaintes d'un côté, le comportement de Gérard Depardieu qu'on voit très clairement dans le complément d'enquête qui relève du harcèlement sexuel de plusieurs femmes, et il n'y a pas que la scène de la petite fille sur son cheval dans le haras. Il y a même un moment où il explique à un monsieur coréen qu'il faut prendre les femmes par surprise, et il le redit en anglais une deuxième fois, « You take them by surprise ». Et donc, il le dit 2 fois. Donc, si ce n'est pas de l'apologie du viol, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ces images étaient tellement claires et elles avaient ému tellement largement que je comprenais qu'une procédure disciplinaire soit lancée. Et j'ai juste dit ça. Je comprends que la procédure disciplinaire soit lancée. D'ailleurs, Anne-Elisabeth Lemoine me relance en me disant « Est-ce que vous la soutenez ?» Et je dis « Ça ne relève pas de moi ». J'ai quand même dit que ça ne relève pas de moi. Mais bref, le fait est que, au fond, la question aujourd'hui... et pas tellement cette Légion d'honneur, parce que je pense qu'en fonction du procès, la grande chancellerie prendra les décisions qui s'imposeront s'il est condamné, par exemple. Mais c'est du coup les 2 autres questions. Comment on lutte contre ces violences pour que ça ne se reproduise pas, contre ce harcèlement banalisé sur les tournages dès les premiers mots qui peuvent... finalement être du harcèlement et pas des blagues lourdes comme on avait pu entendre, parce que moi-même j'ai été appelée comme ministre par Carole Bouquet, par Catherine Deneuve, par un certain nombre de femmes actrices qui voulaient défendre Gérard Depardieu et qui me disaient mais il ne fera pas de mal à une mouche, il est juste grivois, il est juste lourdingue, mais il peut pas faire mal à une mouche.
Et j'ai été marquée par l'audition de Raphaël Baquet ici dans votre commission, parce qu'elle disait on peut croire que tout le monde savait, mais en fait tout le monde ne savait pas, parce que tout le monde ne mettait pas les mots du droit pénal sur ce qui était en train de se passer. Et en fait, ce qu'on voit en Corée du Nord, ce harcèlement systématique de chaque femme qu'il croise quasiment, qu'on voit dans le film, bon, en fait, c'est du harcèlement sexuel. Si on était en France, ce serait du harcèlement sexuel passible de 30 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Mais ces mots-là, personne ne les mettait sur ces gestes, ces faits, ces mots. Et c'est ça le débat, en fait. J'espère que finalement, cette polémique aura permis un petit peu d'éclairer ces questions-là. Ça n'a pas été simple parce qu'on a entendu tout et son contraire. Pour autant, il reste à la justice de se prononcer sur les plaintes. J'avais bien fait la distinction entre les mots, le comportement qu'on voit dans le complément d'enquête et les actes, les plaintes pour agression sexuelle et viol. C'est à la justice de trancher. Et j'avais aussi redit, et je redis ma position contre la cancel culture, que les films de Gérard Depardieu, il fallait continuer à les voir. En revanche, j'avais dit, je vois pas grand monde là qui aurait envie de faire une grande soirée d'hommage à Gérard Depardieu. Ça m'étonnerait. Mais voir les films, continuer à les montrer, ne pas les retirer du patrimoine cinématographique, oui. Je pense que je crois que quand le président de la République s'est exprimé, il saluait l'immense acteur qu'est Gérard Depardieu. J'ai revu encore quelques-uns de ses films récemment. Je pense qu'il a été un Cyrano de Bergerac absolument incroyable. De revoir La Baie de Nissan Sous le soleil de Satan, ou son rôle dans différents films est évidemment tout à fait extraordinaire. Quel gâchis épouvantable que de voir cette carrière magnifique se terminer de cette façon odieuse et terriblement vulgaire. Effectivement, je crois que la radiation de la Légion d'honneur sera automatique dès que la condamnation sera prononcée, sauf à ce qu'il y ait une grâce du grand maître qui puisse. Je crois que c'est comme ça. Je parle sous le contrôle parce que Rima a l'air a semblé creuser cela, puisque c'était elle qui était à la manœuvre au ministère de la Culture quand cette affaire a surgi. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait salutaire que cette condamnation soit suivie, cette radiation soit suivie des faits, et que la grâce présidentielle ne puisse pas agir à ce moment-là. Je le souhaite, car l'impact pédagogique en sera tout à fait important et amènera peut-être certains à réfléchir. Vous savez, les décorations, on les aime, les Français les aiment. Je crois que ça a beaucoup de sens que cette radiation de la Légion d'honneur. Merci. D'ailleurs, vos propos me font réagir sur un autre plan. C'est que vous parliez tout à l'heure des parents qui peuvent soutenir une personnalité mise en cause. Et il faut se rappeler qu'il y a 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste et bien plus qui sont dans des familles incestuelles, c'est-à-dire où il se passe de l'inceste à côté d'eux quelque part. Et donc, je pense que, comme vous le dites, c'est-à-dire que les codes, et d'ailleurs ça fait partie de cette bataille culturelle qui est en train d'être menée, c'est que les codes ne sont pas forcément placés dans toutes les familles au bon endroit, et qu'il y a des parents qui, en effet, ont une minimisation de la gravité des faits et des impacts que ça peut avoir sur la vie, et c'est même dans ce terreau-là que naît l'inceste ou que naît la pédocriminalité. C'est précisément parce qu'il n'y a pas suffisamment de vigilance des personnes autour. Évidemment, les personnes pédocriminelles ou incestueuses mettent en place aussi tout un brouillage des pistes et des codes pour qu'on n'ait pas les bons réflexes dans ces familles-là. Mais donc voilà, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et ce que vous dites quand vous relatez les propos de Madame Baquet sur Depardieu, en effet, je pense qu'il y avait une telle habitude, en fait, que ça ne paraissait plus pour ce que c'était. Ceci étant, les parents qui se sont mis en défense de M. Pernaut ou au moment de mon action comme ministre des Sports sur le premier plan de violence, de lutte contre les violences dans le sport, n'étaient pas des parents incestueux, du moins pas tous. Je ne voudrais pas que mes propos soient mal compris. Mais effectivement, il y a un milieu familial et là, qui
qu'il est porteur de violence. Il ne faut jamais oublier que Bien sûr. l'endroit où on risque le plus sa vie, que ce soit par meurtre, assassinat, violence, inceste, c'est le milieu familial. Et qu'il faut évidemment avoir toujours cette vérité à l'esprit. On risque beaucoup plus sa vie, finalement, objectivement, dans sa famille que dans un parking sombre ou dans un quartier malfamé. C'est dur à entendre, hein, cette réalité est dure à entendre parce qu'il y a une sorte de familialisme édulcoré ou rêvé ou fantasmé. Et ça impose des actions concrètes, mais aussi très difficiles. Vous savez, moi j'ai été en charge de politique sociale dans un conseil départemental. J'ai entendu des travailleurs sociaux me dire de façon continuelle la pire des familles biologiques vaut mieux que la meilleure des familles d'accueil. Non, mais ça, la famille est le premier lieu de violence, hein, rappelons-le, en effet, de toute violence d'ailleurs, hein, ce qui évidemment... Et pardon si mes propos étaient aussi ambigus là-dessus, évidemment tous les parents qui ont fait des lettres ne sont pas incestueux, et j'espère d'ailleurs, mais ceci dit, il y a un brouillage et il n'y a pas forcément les bons signaux dans toutes les familles, c'est ce que je voulais dire. Monsieur le rapporteur. Oui, merci pour continuer nos débats que je trouve assez intéressants parce que... Merci. Non, mais ce n'est pas pour nous flatter, c'est juste parce que je vois qu'on avance sur quelques points quand même. Bon, moi, je crois quand même que les sujets dont nous parlons sont une construction en cours, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte de la société et qu'on est encore loin des bons codes, des bonnes habitudes, et que tout ça est en construction. C'est une vraie construction sociétale de changement des rapports féminins-masculins. Enfin, en tout cas, c'est un souhait que j'ai. Moi, j'aimerais revenir... que nous avons, oui. Ça, je crois que pour vous, Madame la Présidente, personne n'en doutera. Mais comme je suis un homme mâle blanc, cisgenre, je crois on dit, mais j'ai de fait une suspicion culturelle et je l'assume, et j'ai des biais de construction d'avoir été construit avec une éducation de garçon. Donc sur cette construction en cours, moi je reviendrai sur un sujet qui est un mot que vous avez employé, Madame Bachelot, qui est la notion de gâchis, à l'encontre de Monsieur Depardieu, parce qu'évidemment ces faits nuisent à l'immense acteur qu'il a été et à ce qu'il portera pour l'histoire. Mais moi je vois aussi des gâchis, et beaucoup de gâchis sur un certain nombre d'enfants qui veulent embrasser la culture, embrasser le monde de la culture, qui ont une passion pour la musique, qui ont une passion pour le jeu, qui ont une passion pour pour le cinéma. Et tous les autres arts qui nous occupent. Et je reviens sur cette idée, comment on améliore la formation pour que justement ces enfants soient mieux accompagnés. Je suis désolé de revenir parce que c'était quand même le sujet initial de notre commission d'enquête. Comment les enfants sont dans le monde de la culture bien encadrés, comment on essaye d'avancer sur cette question du changement pédagogique, comment on essaye aussi d'avancer sur un meilleur contrôle des enseignants et des parcours. J'aimerais revenir là-dessus parce que c'est le mot de gâchis qui m'a fait repenser à ça. Et je crois que c'est une aussi de nos missions dans cette commission d'enquête, c'est d'essayer de trouver quelques solutions. Et comme vous avez été au plus près des décisions et que l'on sent une sincérité forte et non feinte sur ces sujets, peut-être on peut essayer d'approfondir encore la question de la formation. Qui souhaite intervenir en premier, Madame Bachelot ? Je suis très gêné pour répondre. Très. Parce que l'enfant est un être en construction. Et je suis extrêmement réservé sur l'utilisation des enfants dans le spectacle et dans des activités culturelles. Et je crois que tous nos échanges l'ont montré.
il faut vraiment durcir de façon forte les législations dans ce domaine, les protections. J'ai vu tellement de dégâts avec la complicité des encadrants, avec la complicité des parents, avec aussi cette, comment dirais-je, cette exaltation de l'enfant dans son narcissisme qui lui permet aussi de se construire, ce narcissisme, cette conscience de soi. Être un acteur, recevoir les applaudissements, c'est tellement incroyable. Et aussi les oppositions entre l'enfant et le parent essayant de mettre des limites, des frontières, des garde-fous, et l'enfant disant « mais tu me brises, tu m'empêches, tu me contrains ». Et toutes les récits que j'ai entendus montrent cela, amenant d'ailleurs parfois des ruptures définitives entre la famille et l'enfant, appelé à ainsi s'exprimer dans une carrière culturelle. Mais je ne veux pas avoir l'air d'être une sorte de mère fouettarde qui ne rêve que de législation contraignante, mais c'est pour ça que je vais quand même vous faire cet aveu que c'est dans ce sens-là, je crois qu'il faut aller. Merci, Madame Abdul-Malak. Bon, alors moi, je ne veux pas non plus imaginer qu'on n'aura plus jamais de films avec des rôles d'enfants, des figurants enfants ou des pièces de théâtre avec des mineurs, parce que je pense quand même que pour énormément de projets artistiques, leur présence a du sens, mais évidemment, mieux encadrer, mieux protéger les mineurs. Sur les tournages, par exemple, c'est finalement assez récent que le CNC a voté l'obligation de recourir à un responsable enfant sur tous les tournages. Ça devient maintenant une condition d'accès aux aides aussi du CNC. Bon, voyons la mise en œuvre d'une telle mesure. Je pense que c'est quand même assez... c'est une vraie avancée, pour le coup. Sur les pièces de théâtre, il y en a quand même de moins en moins, il me semble, pour aller beaucoup au théâtre comme Roselyne. Les metteurs en scène se posent vraiment la question, parce qu'en plus, ils doivent avoir plusieurs enfants. Il y a la question des horaires, il y a la question de l'école, il y a la question... Donc, c'est des complexités à la fois administratives, humaines, et de protection. Donc ils doivent vraiment se poser la question, est-ce que j'ai absolument besoin d'avoir des enfants de 8 ans ou 12 ans dans telle création? Et quand ils le font, il faut que leur équipe de production, leur équipe administrative sache les accompagner pour protéger au mieux. Donc ça c'est aussi... mais le ministère est quand même maintenant outillé pour ça, hein. Et je pense que la question majeure, elle reste sur les tournages quand même, parce que il y a énormément de figurants, c'est beaucoup de monde. On peut passer sur un tournage d'une équipe de 20 personnes à 300, le lendemain 80, avec plein de choses autour, et donc on peut pas avoir l'œil sur les enfants en permanence. Maintenant, avec ce responsable enfant, je pense que c'est quand même une vraie avancée. J'imagine que les professionnels vous ont soumis d'autres types de propositions. Je pense notamment à l'étape casting, parce que là on parle de l'étape tournage, conditions des aides du CNC. Le film a déjà lieu en fait, il va commencer. Mais avant, quand les enfants sont recrutés au moment du casting, qui les accompagne, qui est présent, qui fait attention, qu'ils ne soient pas seuls avec le metteur en scène ou tel acteur ou actrice. C'est toutes ces étapes en fait qu'il faut reprendre une par une pour mieux protéger les mineurs et continuer à avoir des films avec des enfants, parce qu'on a besoin de les voir à l'écran comme dans la vie, les films reflétant aussi la vie, hein. Donc, responsable enfant, c'est déjà un grand pas en avant. La question des castings me semble être peut-être la prochaine étape sur laquelle le plus travailler. Et bien sûr, je rejoins ce que vous disiez, hein, sur les écoles, les formations initiales, et je l'ai déjà dit tout à l'heure sur l'importance de changer les méthodes pédagogiques le plus possible dans les établissements nationaux, et d'enclencher le mouvement vers les autres établissements municipaux ou associatifs. Merci. Je pense qu'on arrive un peu au bout des questionnements, à moins que vous en ayez. On n'a pas évoqué la réhabilitation qui est
pour moi un sujet très important parce que c'est un droit fondamental aussi, la réhabilitation après une condamnation. Oui, alors on l'a évoqué un petit peu, mais pas jusqu'au bout à mon sens, puisque la question de la réhabilitation après condamnation, donc bon, encore une fois, ce sont des cas rares, mais comment réhabiliter des artistes ou pas ? Est-ce que c'est dans le cadre des artistes que l'on doit les réhabiliter ? Ou est-ce que c'est dans le monde de la culture, peut-être d'une manière générale, puisque tel est leur métier, mais en tant qu'artiste et personnalité, peut-être que là, on atteint la limite de ce qu'on peut imaginer en termes de réhabilitation. J'aimerais bien juste vous entendre là-dessus, et après, je vous propose qu'on clôture cette audition. Moi, je pense, à travers ce qui s'est passé à la Colline avec Bertrand Cantat, on est typiquement dans l'étude d'un cas, d'une réhabilitation, d'une possibilité de réhabilitation, puisque après cet assassinat de sa compagne, je ne sais pas d'ailleurs si sur le plan juridique il faut parler de meurtre ou d'assassinat, peut-être de meurtre pour être plus précise, mais bon, ce sont des chinoiseries. Et de l'assassinat donc de Marie Trintignant, d'une peine qu'on peut trouver, enfin il ne me revient pas de juger la justice d'un autre pays, puisque cette condamnation n'a pas été prononcée en France, cette condamnation à 8 ans de prison. Moi je pense que la réhabilitation est possible, elle est souhaitable, à condition... Évidemment, rien de juridique ne vient étayer ma proposition, que la personne condamnée et ayant purgé sa peine fasse montre d'une vraie reconnaissance de son crime, d'abord, publiquement, et s'engage aussi dans une sorte de pédagogie active de la reconnaissance de son crime. Il y a là quelque chose qui serait très fort et qui pourrait, de cette façon, accompagner cette réhabilitation et la justifier. Je sais bien que j'ai une vision un peu doloriste, l'agnostique que je suis, ayant blanchi sous le harnais des religieuses qui m'ont élevé, en a sans doute gardé quelques scories, vous me pardonnerez, dans ce lieu de laïcité. Merci. Non, merci Madame la Présidente. Non, je rejoins ce que dit Roselyne Bachot, ce sont des sujets extrêmement graves. Moi, en tant que ministre, j'ai aussi beaucoup œuvré pour... la place de la culture en prison. Je fais cet aparté parce que tout est lié quelque part et que, notamment quand on a lancé, tu te souviens Roselyne, le prix Goncourt des détenus, j'ai eu des conversations extrêmement bouleversantes avec des détenus, pour certains qui étaient là pour des peines très longues dont je ne savais pas le détail, mais qui, par la lecture, par l'identification à des personnages qui vivaient des choses dans les livres, par la rencontre avec des auteurs et des autrices, ont fait un énorme chemin qui les aidera à la sortie de prison dans un chemin de réinsertion et de prise de conscience. Donc je pense voilà, moi je suis absolument contre la peine de mort. Et donc à partir du moment où quelqu'un a purgé sa peine, c'est qu'on croit à une seconde chance, en quelque sorte, pour cet individu, quelle que soit la gravité des délits ou des crimes qu'il a commis ou qu'elle a commis. J'ai aussi vu des femmes qui avaient tué leur mari dans des prisons pour femmes et qui purgeaient des peines très longues. À la sortie, on veut accompagner ces personnes pour qu'elles se réinsèrent dans la société, qu'elles évoluent de métier si elles le souhaitent, ou qu'elles reprennent leur métier d'origine si c'est ça le plus important pour elles, quoi. En tout cas, ce sujet, c'est un autre sujet, je pense, que celui de votre commission, la réinsertion et comment la culture peut y aider dans les établissements pénitentiaires. Et on a fait beaucoup là-dessus avec Éric Dupond-Moretti quand j'étais ministre,
pour en revenir au cas précis de Bertrand Cantat, pour ce qui est du spectacle Mère de Wajdi Marouad, qui était la plus récente polémique, pas le spectacle d'Avignon il y a plusieurs années, il n'était pas sur scène. C'était quelques chansons de la bande-son du spectacle. Donc, il n'était pas présent en personne. Certes, sa voix l'était, sa musique l'était, mais il n'y avait pas une valorisation au cœur du projet artistique de Bertrand Cantat. On peut estimer que Wajdi Marouad aurait pu faire appel à un autre musicien, mais c'est lui qui explique aussi dans sa démarche artistique que, comme il a beaucoup travaillé sur les tragédies grecques, la vie de Bertrand Cantat était en soi une forme de tragédie qui l'intéressait aussi comme rapport entre la fiction et le réel dans ses spectacles, mais il n'était pas sur scène, valorisé au milieu de la scène, pas du tout. Donc il faut quand même qu'on garde un peu de nuance. Quand moi j'ai vu quand même des personnes empêcher les spectateurs de rentrer voir ce spectacle, s'enchaîner aux portes du théâtre, quand on en arrive à ces demandes quand même de boycott ou de retrait de la programmation ou d'empêcher les spectateurs d'aller voir un spectacle, on atteint quand même des dérives qui ne servent pas la cause dont on est en train de parler, je pense. Ça reste des cas minoritaires et parfois violents et qui ne sont pas la majorité de ce dont on est en train de parler, mais pour le coup, ça prend tellement d'ampleur dans les médias que ça dévie aussi le sujet de ce qu'on est en train de se dire et de tous les points précis sur lesquels vous travaillez avec beaucoup de rigueur. Donc voilà, je ne pense pas que Wajdi Marouad je ne suis pas son porte-parole évidemment, hein, mais a cherché à valoriser Bertrand Cantat dans ce projet. Pas du tout. Il n'a pas fait une soirée d'hommage à Bertrand Cantat. Vous voyez, donc c'est pour en revenir au sujet de la Cinémathèque aussi, qui a beaucoup agité ces dernières semaines le milieu de la culture. C'est normal dans le rôle de la Cinémathèque de faire une rétrospective Marlon Brando quand c'est les 100 ans de la naissance de Marlon Brando. Quand il y a un film dont maintenant il est de notoriété très très largement publique, qui a une scène extrêmement problématique dans les conditions du tournage, normalement c'est évident de contextualiser ça, de pas seulement l'écrire dans le programme de la Cinémathèque, mais de créer un temps d'échange avant ou après le film là-dessus, et de montrer qu'on en a bien conscience, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut, et là je vous rejoins, Madame la Présidente, ne pas présenter ce film, mais le contextualiser. Ces réflexes-là, aujourd'hui, devraient être évidents. Visiblement, ils ne le sont pas partout, mais ils devraient l'être. Mais après, à nous aussi d'être dans la nuance. Moi, quand j'ai vu le spectacle Mère de Wajdi Marouad, j'ai à peine reconnu, je dois dire, la voix de Bertrand Cantat. C'était 3 ou 4 chansons, peut-être 5, sur un spectacle de plus de 3 heures. Je ne pense pas que c'était une valorisation. Oui. Ça l'était quand même en tant que chanteur. Bon. Nous ne serons pas d'accord sur ce point. Surtout dans ce cas-là, avec la question de la disparition de Marie Trintignant, qui, elle, n'a plus de voix pour parler. Je vous remercie beaucoup, mesdames les ministres, pour cet échange et cette audition. Si vous avez des compléments à nous apporter, n'hésitez surtout pas à nous les faire parvenir. Le rapport sortira au mois d'avril, et si nous avons des questions complémentaires, nous permettrons de revenir vers vous par écrit pour vous les poser. Merci infiniment pour cette matinée riche en échanges.